Nous vivons un moment historique. Le monde d'aujourd'hui va bientôt disparaître et nous pouvons encore écrire le monde de demain. Je suis venu ici pour partager avec vous un message d'espoir, car je pense sincèrement que la conscience des limites du modèle actuel peut nous aider à prendre les décisions qui s'imposent et à construire enfin, ensemble, la société du bonheur. Je voudrais commencer en vous racontant brièvement comment je suis arrivé jusqu'ici, aujourd'hui, à TED, devant vous. Il y a 2 ans, j'étais probablement comme la plupart d'entre vous. Je travaillais à la direction stratégique d'une multinationale de l'énergie. J'avais la volonté de réussir, des projets personnels, une vie relativement insouciante. Mais régulièrement, j'entendais parler de crise, de problèmes planétaires. Ça paraissait très important, mais ce n'était pas vraiment dans mon quotidien. Ça me paraissait très lointain. Et puis un jour, j'ai eu envie de creuser ces questions. À cette époque, j'étais à une position privilégiée pour comprendre en détail et analyser ces questions. J'avais la formation et les connaissances scientifiques avec mon diplôme d'ingénieur. J'avais accès à l'information, notamment à tous les rapports confidentiels de l'énergie. Et enfin, j'avais les méthodes, car mon travail à la direction stratégique consistait précisément à scénariser l'avenir malgré les incertitudes du présent. J'ai donc longtemps étudié, j'ai lu les rapports, les livres, j'ai regardé les films, j'ai rencontré les acteurs, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. J'ai toujours essayé d'être pragmatique, objectif, neutre, lucide. Et aujourd'hui, ma conclusion est, je pense que oui, nous avons sérieusement un gros problème. Pour être plus exact, je dirais qu'on a même une multitude de problèmes majeurs, dont les conséquences peuvent être catastrophiques. Je suis venu aussi ici aujourd'hui parce que j'avais envie de partager avec vous ces conclusions. Prenons ces problèmes un par un. L'énergie d'abord. L'énergie, c'est fondamental. Notre société, notre économie, notre vie quotidienne, tous reposent sur une énergie abondante et bon marché. L'énergie, c'est ce qui nous permet d'être si productifs, d'être si réactifs, d'être si efficaces. L'énergie, et le charbon, puis le pétrole en particulier, sont à l'origine même de la révolution industrielle. Et la plupart des progrès des 150 dernières années sont liés à l'énergie. Aujourd'hui, nous sommes dépendants. Je dirais même que nous sommes des drogués de l'énergie. Et je dirais même que le pire, c'est que nous sommes déjà en situation de manque. La crise économique actuelle est un pic pétrolier. Le baril de pétrole a atteint 140 $ en 2008, un pic historique, juste avant l'effondrement économique. Ce n'est pas une coïncidence. Aujourd'hui encore, le prix du baril tourne autour de 100 $, alors que même que l'économie mondiale tourne au ralenti et que le chômage atteint des sommets. Le climat, maintenant. Le climat est la conséquence directe de notre consommation effrénée d'énergie fossile. Nous rejetons chaque année des milliards de tonnes de gaz carbonique qui avaient été piégés par des forêts préhistoriques et stockés pendant des millions d'années sous le sous-sol sous forme de gaz, de charbon, de pétrole. Les énergies fossiles et le réchauffement climatique sont les 2 aspects d'un même problème. Il y a aujourd'hui un consensus extrêmement fort sur la réalité et la gravité du problème climatique. Mais ce consensus est parfois occulté par une campagne de désinformation et de décrédibilisation. Cette campagne du mensonge et de la confusion me rappelle personnellement beaucoup celle qu'a menée l'industrie du tabac pendant 50 ans. Si l'industrie du tabac a réussi à nier l'évidence et à entretenir la confusion pendant autant de temps, au prix de 8 millions de morts supplémentaires, la question est, combien de temps va durer le déni climatique, qui a pour lui les industries les plus puissantes de la planète, l'énergie, la chimie, l'industrie automobile.
Je vous demande une seule chose. Posez-vous les bonnes questions. Qui croire? Quels sont les enjeux et les intérêts en présence? Comprenez les conséquences. Cherchez les causes. C'est notre avenir dont il est question. Je voudrais maintenant parler du problème des métaux. Les métaux sont moins connus, pourtant la dynamique est la même que pour l'énergie. Premièrement, tout repose sur l'exploitation de stocks finis, qui s'épuisent rapidement. Deuxièmement, l'homme est feignant. Nous avons commencé par le plus pratique, par le plus riche, par les gisements les plus riches, les plus proches, les plus faciles. Nous arrivons à un cercle vicieux où, pour extraire une tonne d'aluminium ou de cuivre, il faut de plus en plus d'énergie, parce que les gisements sont de moins bonne qualité. Mais à l'inverse, est aussi vrai que pour extraire un baril de pétrole, qui c'est de plus en plus difficile d'accès, il faut de plus en plus de métaux. La question est si nous devons massivement changer nos modes de vie, notre distribution, l'habitation. Sur quelles ressources énergétiques ou métalliques va-t-on financer ce changement? L'alimentation maintenant, qui pose personnellement de graves questions. La révolution verte est un leurre. Elle repose entièrement sur l'utilisation massive d'énergie fossile. Il faut du gaz pour faire des engrais, il faut du pétrole pour faire les pesticides, il faut des métaux pour faire des machines, il faut de l'essence pour le transport et les tracteurs. Au contraire, la révolution verte a systématiquement tué toute la vie dans les sols nourriciers. Les sols nourriciers, c'est ces 30 cm de terre, c'est pas beaucoup 30 cm. C'est là que se passe toute la vie, c'est là qu'a poussé tout ce que nous avons mangé hier, que nous mangerons aujourd'hui et que nous mangerons demain. Sans ces sols nourriciers, c'est simple, on va tous mourir de faim. Aujourd'hui, ces sols morts sont des éponges inertes, où des plantes malades survivent sous perfusion constante de produits chimiques d'origine fossile. Jusqu'à quand cela va durer? Enfin, un dernier point sur la biodiversité. Nous vivons aujourd'hui la 6e extinction massive d'espèces, à une vitesse alarmante. 1000 fois plus que la normale. La dernière fois que c'est arrivé sur Terre, l'intégralité des espèces de dinosaures ont disparu de la surface de la Terre. Il ne s'agit pas uniquement de 3 plantes exotiques et d'un scarabée. Il s'agit d'un écosystème complet qui n'arrive plus à fonctionner. Et notre survie dépend de ces écosystèmes. Nous avons provoqué la 6e extinction. Est-ce que cette 6e extinction va nous détruire? Je voudrais clôturer cette partie du constat sur 3 principes fondamentaux. Ces 3 principes, je pense, sont essentiels pour distinguer les solutions faisables des illusions fatales. Ces 3 principes sont très simples et ils permettent de sortir des querelles d'experts, des discussions très techniques qui parfois nous dépassent. Le premier principe, c'est qu'il est impossible de résoudre ces problèmes séparément. Il faut les considérer dans leur ensemble. Nous l'avons vu avec l'interaction entre l'énergie et les métaux. Le deuxième principe, c'est que la science ne peut pas tout. La science ne fait pas de miracle, ce n'est pas une religion. Je ne suis pas anti-science, je suis moi-même ingénieur, j'ai une formation scientifique. Mais j'ai noté que la technologie a fait tellement de progrès que pour beaucoup d'entre nous, nous n'y comprenons tout simplement plus rien. Et résultat, nous avons l'impression que tout est possible. Je voudrais juste ici rappeler que nous ne pouvons pas changer les lois de l'univers qui nous gouverne. L'homme ne peut pas dépasser la nature. Dans le meilleur des cas, la science nous permet de comprendre les phénomènes et de les utiliser à notre avantage. Mais en aucun cas, nous ne pouvons modifier les lois de la physique, modifier les lois de la nature. Le troisième principe, c'est que seule une économie circulaire, un système circulaire peut perdurer. Aujourd'hui, nous sommes dans un système linéaire. Extraction, certains diront pillage, production, consommation, puis déchets. À un rythme de plus en plus effréné. Il faut changer de système et passer à un système circulaire, où il n'y a plus de déchets et où tous les intrants sont de base renouvelable.
Ce changement ne va pas arriver en douceur, ne va pas arriver soudainement. Ce n'est pas la main invisible du marché dont tout le monde nous parle mais que personne n'a vu qui va faire que ça arrive soudainement. J'ai un exemple personnel pour l'illustrer. J'ai participé à la construction d'une centrale en Turquie à $1 milliard qui en ce moment est en train d'être construite. Et alors que je travaillais sur ce projet, j'ai un jour réalisé que cette centrale allait me survivre. Pourtant, je suis encore relativement jeune. Je pense que ça illustre bien que les décisions qu'on prend aujourd'hui nous engagent pour demain, après-demain et les 10 ou 20 ans à venir. Toutes nos infrastructures de distribution, de transport, de consommation, d'habitation ont été construites pendant les 50 dernières années. Elles sont basées sur l'hypothèse d'une consommation et d'une disponibilité toujours plus grande de ressources et d'énergie. On ne va pas les changer en un claquement de doigts. Ça va prendre du temps et il faut commencer maintenant. Paul Valéry disait « Voici venu le temps du monde fini. Le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui se termine. Même si nous avons du mal à le croire, même si parfois nous refusons de le voir. Mais je suis quand même venu ici aujourd'hui pour partager avec vous une vision d'espoir. Car je pense que la conscience de ses limites, c'est aussi une chance unique pour nous de recréer ensemble, enfin, une société meilleure. J'ai un exemple pour l'illustrer. Au dernier débat de la présidentielle, Hollande-Sarkozy, j'ai compté le nombre d'occurrences des mots croissance, économie, économique. 69 fois ils ont été prononcés. J'ai compté alors les mots bonheur, bien-être, santé. 0 fois. Pas une seule fois ils ont été prononcés. Posez-vous la question, qu'est-ce que c'est que cette société qui passe l'économie en premier, en priorité par rapport au bonheur et au bien-être de ses citoyens? J'ai un proche qui aujourd'hui fait face à la mort. Et je pense que c'est dans ces moments-là qu'on voit très clairement la finitude de sa vie et que peut-être tout ça pourrait s'arrêter, que tout s'éclaire. Quelles sont nos valeurs? Quelles sont nos priorités? Quelles sont nos envies profondes? C'est face à la mort qu'on a peut-être le courage de refuser nos cauchemars et la détermination pour poursuivre nos rêves. Je pense que c'est la conscience de ses limites qui peut nous aider à faire les bons choix et à enfin changer de modèle. Mais malheureusement, la conscience de cette finitude, que ce soit pour nos vies ou pour la planète, arrive souvent trop tard, quand nous sommes déjà dans la vieillesse ou dans la maladie, quand le temps de l'action est passé et qu'il ne reste plus que le temps des regrets. J'espère sincèrement pour la planète ce n'est pas trop tard, et j'espère que pour vous, vous prendrez honnêtement le temps d'y réfléchir après cette présentation. J'ai le sentiment profond, impératif, que nous sommes arrivés à l'heure des choix. L'histoire ne change pas sans acteurs. Le changement se mérite. Le changement se concrétise. Le changement s'incarne. Gandhi disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Aujourd'hui, le changement, il est partout. Il est au niveau individuel et familial, avec la simplicité volontaire de refuser la société de consommation, de créer plus de liens et moins de biens. Il est au niveau local, avec le mouvement des villes en transition, qui est un collectif de citoyens et de citoyennes mobilisés face au pic pétrolier, au réchauffement climatique, et qui travaillent concrètement à la résilience des territoires. Il est aussi au niveau global, avec le projet politique de la décroissance, le revenu maximum autorisé, la dotation inconditionnelle d'autonomie, la gratuité. Ces initiatives se renforcent. Mutuellement, elles font système. Il y a autour de nous 1 million de révolutions silencieuses. J'aurais voulu terminer avec une image de la planète Terre, prise depuis la Lune. Je pense qu'elle est assez symbolique. Cette planète Terre, on y est tous nés, on y vit, on y mourra. Et autour de nous, il n'y a pas de plan bis. La Lune ou les autres planètes sont inhospitalières, ou trop loin, et très souvent les deux.
Il n'y a pas de plan bis, il n'y a pas de planète B. Nous avons l'obligation morale d'essayer. Nous avons l'obligation morale de tout faire pour changer soi-même, les autres, le monde. Certes, l'échec est possible. Le succès n'est pas garanti. Mais je suis déterminé aujourd'hui à tout faire et à consacrer toute mon énergie pour y arriver. Car je refuse d'avoir un jour à dire à mes enfants « Je savais, mais je n'ai rien fait ». Je vous remercie.